Mes chers étudiants, dans cette nouvelle vidéo, je vous parlerai euh, de la notion de formation du contrat de travail tel que réglé par les dispositions du Code de 2004 dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vous parlerai de la distinction que fait le Code de 2004 entre le contrat à durée indéterminée et celui à durée déterminée, et les conditions euh, dans lesquelles l'employeur est autorisé à recourir au CDD, qui reste l'exception en matière de contrat de travail. Alors, pour ce qui concerne de la formation du contrat de travail, le Code, dans son article 15, nous rappelle un principe en matière contractuelle selon lequel la validité du contrat de travail est soumise aux mêmes conditions que la validité de tout autre contrat en matière civile et en matière commerciale, bien entendu. C'est pour cette raison que l'article 15, dans son premier alinéa, l'article 15 du Code du travail, bien sûr, nous renvoie aux dispositions du DAIR des obligations et contrats. Quelles sont ces dispositions du DOC en la matière, c'est-à-dire en matière de validité du contrat? Eh bien, l'article 2 du DAIR des obligations et contrats nous enseigne que pour qu'un contrat soit valable, il faut que les conditions essentielles en la matière soient remplies. Il s'agit bien sûr de l'accord de volonté des parties, de l'objet du contrat. Il faut que l'objet soit licite, déterminé ou déterminable. Ça, c'est la deuxième condition de validité. Troisième condition de validité, c'est la capacité des parties contractantes. Et enfin, la cause du contrat, il faut que ça soit une cause licite, bien entendu. Donc, l'article 15 du Code renvoie tout simplement à ces conditions de validité, les conditions générales. Pourrions-nous dire les conditions générales de validité de tout contrat tel que prévu par le DAIR des obligations et contrats, qui reste le droit commun en matière contractuelle. Donc, le Code du travail, à ce propos, n'a pas exigé, en matière de validité, d'autres conditions que celles qui sont prévues par le droit commun des contrats, à savoir l'article 2 du DAIR des obligations et contrats. Donc, lorsque ces quatre éléments sont vérifiés et vérifiables, à savoir l'accord de volonté, l'objet, la capacité et la cause, lorsque ces quatre éléments, ce qu'on appelle les éléments essentiels de validité du contrat, lorsque ces quatre éléments sont vérifiés, eh bien, le contrat de travail reste valide au point de vue de la validité du contrat en général. Donc, ça, c'est la première condition en matière de formation de contrat tel que prévu par l'alinéa 1er de l'article 15. Le deuxième alinéa de ce même article
on précise une autre disposition en vertu de laquelle, lorsque les parties établissent un écrit, l'alinéa 2 précise que cet écrit doit être fait en 2 exemplaires et que le salarié doit en garder un exemplaire. Bon. Voici donc les dispositions de l'article 15 du Code de travail en matière de validité du contrat de travail. Et donc, la validité du contrat de travail renvoie aux conditions de validité du contrat en général, telles que prévues par l'article 2 du DAIR des obligations et contrats. Je dois préciser qu'en matière de validité du contrat de travail, les tribunaux ont été rarement, personnellement, je ne suis jamais tombé sur une décision de justice portant sur les conditions de validité du contrat de travail, c'est-à-dire portant sur la capacité du salarié, par exemple, sur l'objet du contrat, sur la cause du contrat, et ainsi de suite. Donc, ces éléments de validité du contrat de travail ne posent pas de problème particulier devant les tribunaux. La preuve, c'est que les annales, les manuels, les revues de jurisprudence sont avares d'exemples en la matière. Donc, voici pour le premier élément de droit à préciser en matière de formation du contrat de travail. Le législateur du Code de 2004, en parlant de la formation du contrat de travail, a précisé que ce processus de formation du contrat, de la relation contractuelle entre l'employeur et le salarié, doit répondre aux mêmes exigences légales que celles qui sont prévues tout simplement par le droit commun en matière de formation du contrat, à savoir les dispositions de l'article 2 du DAIR des obligations et contrats. Et donc, en la matière, il n'y a pas de nouveauté dans le Code du travail par rapport au droit commun tel que précisé par le DAIR des obligations et contrats. Donc, lorsqu'on parle de formation de contrat de travail, on est obligé de soulever un deuxième problème qui est intimement rattaché au problème de la formation du contrat de travail. Il s'agit bien entendu du problème de la preuve du contrat de travail. Donc, quand on parle de la preuve du contrat de travail, on est obligé de parler de la notion du formalisme en matière de contrat de travail. Est-ce que le Code exige un certain formalisme en matière de contrat de travail ou non? Pour être plus clair, est-ce que le Code du travail exige un écrit pour dire que la relation de travail a bien eu lieu entre l'employeur et le salarié ou pas? Ou bien, est-ce que le Code du travail n'a rien exigé de la sorte? Eh bien, en la matière, le Code du travail est basé sur le principe du consensualisme et n'a exigé un certain formalisme que dans des conditions bien particulières. C'est-à-dire que le Code du travail
à exiger l'écrit uniquement pour les contrats à durée déterminée et pour quelques cas particuliers, comme on va le voir par la suite. Alors, si l'on dit que le contrat de travail est un contrat consensualiste, euh, j'entends par là le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée, parce que le contrat à durée déterminée, il faudra le prouver par écrit. Alors, lorsqu'on dit que le contrat de travail à durée indéterminée est un contrat consensualiste, cela veut dire tout simplement que la relation contractuelle, la relation de travail, dans ce cas-là, entre le salarié et l'employeur, peut être prouvée par tout moyen de preuve. Peut être prouvée par tout moyen de preuve. C'est ce que précise d'ailleurs l'article 18 du Code de travail dans son premier alinéa. Hein. L'article 18 dans son premier alinéa précise que la preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens. La preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens. Eh bien, quand le Code du travail, et en particulier l'article 18, nous dit que la preuve de l'existence du contrat de travail ou de la relation de travail peut être rapportée par tous les moyens, cela nous renvoie encore une fois aux dispositions du Daïr des obligations et contrats. Hein, pourquoi? Parce que le Daïr des obligations et contrats en matière contractuelle demeure toujours la référence, le droit commun en matière contractuelle lorsque des dispositions spéciales ne sont pas prévues par telle ou telle législation. Eh bien, si l'on se rapporte au Daïr des obligations et contrats en matière de preuve, comment on pourrait résoudre ce problème de preuve de l'existence d'un contrat? L'analyse des dispositions du Daïr des obligations et contrats en matière de preuve des contrats va nous renvoyer directement au titre 7 du Daïr des obligations et contrats qui s'intitule « De la preuve des obligations et de celle de la libération ». Donc, ce fameux titre 7 du DOC qui s'intitule « De la preuve des obligations et de celle de la libération », eh bien, c'est dans ce titre-là que l'on doit trouver les dispositions légales en matière de preuve de l'existence de la relation de travail ou du contrat du travail. Je précise que ces modalités de preuve telles que développées dans ce titre 7, ces modalités de preuve, on va les trouver dans les articles 399 à 460. Donc il y a à peu près une soixantaine d'articles du Daïr des obligations et contrats qui définissent et qui précisent les modalités de preuve en matière contractuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'on a besoin de prouver l'existence de la relation contractuelle entre le salarié et l'employeur, eh bien, c'est à ces modalités de preuve telles que prévues par les articles 399 et suivants du Daïr des obligations et contrats
c'est à ces dispositions qu'il faudra se retourner pour trouver la solution de la preuve, ou bien la preuve qui sera acceptée par le tribunal. Hein. Pourquoi? Parce que même si l'article 18 nous dit que la preuve de l'existence du contrat de travail peut être rapportée par tous les moyens, cela sous-entend par tous les moyens qui sont acceptés et acceptables, c'est-à-dire les moyens qui sont développés dans le cadre du droit commun de la preuve, à savoir dans le cadre du Daïr des obligations et contrats. Brièvement, quelles sont les modalités de la preuve en matière contractuelle telles que envisagées par le Daïr des obligations et contrats? Si l'on se réfère bien sûr à ces dispositions dont je viens de citer les références, c'est-à-dire l'article 399 et suivant du Daïr des obligations et contrats, eh bien, ce Daïr nous parle des preuves suivantes. D'abord, l'aveu. Ensuite, la preuve littérale ou écrite. Troisièmement, la preuve testimoniale. Quatrièmement, la présomption. Et enfin, le serment et le refus de le prêter. Donc, voici les 5 modalités de la preuve en matière civile, et ces modalités de la preuve vont être utilisées dans le cadre d'un contentieux portant sur l'existence ou non de la relation contractuelle entre le salarié et l'employeur. Eh bien, ces modalités de preuve sont les suivantes: l'aveu, la preuve littérale ou écrite, la preuve testimoniale, la présomption et enfin le serment ou le refus de le prêter. Voici donc les 5 modalités auxquelles doit avoir recours, par exemple, un salarié qui saisit le tribunal pour dire que, voilà, il y a eu une relation de travail avec telle ou telle partie et que il a été licencié abusivement, etc. Et donc, il doit commencer tout d'abord par prouver cette relation contractuelle avant de passer à autre chose. Donc, l'article 18, dans son premier alinéa, nous dit que la preuve de l'existence de la relation de travail peut être rapportée par tous les moyens, sous-entendu par les moyens qui sont envisagés dans le cadre du droit commun de la preuve, à savoir les articles 399 et suivants, c'est-à-dire jusqu'à l'article 460. Jusqu'à l'article 460, autrement dit, tout le premier chapitre du titre 7 dont je viens de citer l'intitulé, c'est-à-dire de la preuve des obligations et de celle de la libération. Voilà. Donc, c'est là où on a tout le vivier, si j'ose dire, des modalités de la preuve en matière civile. Les articles 399 et suivants, l'aveu, la preuve littérale ou écrite, la preuve testimoniale, la présomption et enfin le serment ou le refus de le prêter. Donc, dans le cadre, comme je viens de le dire, d'une procédure entre guillemets sociale, c'est-à-dire un contentieux entre un salarié et son employeur, la partie, et en général c'est le salarié, qui veut prouver l'existence de la relation contractuelle, il aura à recourir à ces modalités de preuve telles que prévues par le Daïr des obligations et contrats. Donc, en matière de formation,
du contrat de travail. Pour résumer, le Code du travail fait la distinction entre la validité du contrat de travail. La validité du contrat de travail, c'est l'objet de l'article 15. L'article 15 nous dit que la validité du contrat de travail suppose que les conditions de validité du contrat en général soient vérifiées dans le cadre de cette relation de travail. Autrement dit, l'article 15 du Code de travail nous renvoie tout simplement aux dispositions de l'article 2 du DOC qui définit quels sont les éléments essentiels pour la validité d'un contrat quelconque, un contrat civil, j'entends bien. Donc, l'article 15 nous parle des conditions de validité du contrat. Quand on parle, comme je viens de le dire, de la formation du contrat de travail et de la relation entre un salarié et son employeur, on est forcément obligé de parler de l'existence légale, juridique de cette relation de travail et des modalités de preuve de cette relation de travail. C'est ce que nous précise l'article 18 dans son premier alinéa. Que dit l'article 18? Je le répète encore une fois. L'article 18 nous dit que la preuve de l'existence du contrat de travail ou de la relation de travail peut être rapportée par tous les moyens. Cela sous-entend aussi que l'article 18, alinéa 1er, nous renvoie aussi aux dispositions du DAIR des obligations et contrats, et notamment à son titre 7 qui parle de la preuve des obligations et de celle de la libération, c'est-à-dire aux dispositions des articles 399 et suivants du DOC. Et je le répète encore une fois, les modalités de preuve selon le DAIR des obligations et contrats, les modalités de preuve en matière civile, parce qu'en droit, il y a d'autres champs disciplinaires qui autorisent d'autres moyens de preuve que l'on n'a pas dans le DAIR des obligations et contrats. Donc là, on est dans le champ des relations civiles, commerciales, et les relations de travail font partie intégrante des relations, entre guillemets, civiles. Et donc, le DAIR des obligations et contrats, ou bien le Code du travail nous dit que pour prouver l'existence d'une relation de travail, on peut recourir soit à l'aveu de qui? Quand c'est le salarié qui saisit le tribunal, c'est l'aveu de l'employeur. C'est-à-dire que si l'employeur avoue qu'il a une relation de travail avec le salarié, le problème, il est résolu. On dit que l'aveu est la reine des preuves. Donc, premier moyen de prouver l'existence de la relation de travail, l'aveu. Deuxième moyen, la preuve littérale. La preuve littérale ou écrite. Qu'est-ce qu'on entend par preuve littérale? Eh bien, cela pourrait être, par exemple, un contrat de travail en bonne et due forme. C'est ce que, normalement, tout employeur
c'est ce que normalement tout employeur doit établir avant l'embauche ou bien dès l'embauche du salarié. Et c'est ce que, bien entendu, exige le DAER, plutôt le Code du travail. C'est ce qu'exige le Code du travail. Hein. Le Code du travail, même s'il n'a pas exigé l'établissement d'un contrat de travail, il exige de la part de l'employeur de procéder dès l'embauche à un certain nombre de diligences, notamment l'immatriculation du salarié auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'affiliation du salarié à une assurance maladie, à une assurance contre les accidents de travail, contre les maladies professionnelles, mettre à la disposition du salarié le règlement intérieur, la convention collective s'il existe, etc. Donc tout ça constitue des moyens de preuve, sur des supports écrits que peut utiliser éventuellement le salarié dans le cadre d'un contentieux avec son employeur. On a aussi la preuve testimoniale, c'est-à-dire le fait d'avoir des témoins qui peuvent attester du fait que ce salarié a travaillé pour tel ou tel employeur, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, l'article 18 du Code du travail nous précise que la preuve de l'existence de la relation de travail ou du contrat du travail peut être ramenée par toutes les preuves. Ce qui renvoie d'une manière indirecte aux dispositions du DAER des obligations et contrats en matière de preuves contractuelles. Il s'agit des dispositions des articles 399 et suivants. Voici donc pour le problème de la formation du contrat de travail. Je m'arrête à ce niveau et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai de la distinction que fait le Code du travail entre le CDI et le CDD. À bientôt.